Salut, bienvenue sur la chaîne d'après la bière sur YouTube du coup parce que j'ai tenté Twitch hier mais ça s'est pas hyper bien passé donc je réenregistre pour le mettre sur YouTube. Bienvenue, on va passer trois vidéos ensemble là, en l'occurrence, trois articles où je me pose la question de est-ce que notre web est possible. Alors j'ai renommé les explications d'articles en live, alors pour le coup là c'est pas en live mais les prochaines seront en live maltage dans le sens où là, on fait vraiment, on mature le grain pour arriver à faire un bon brassage. Et le brassage, ça sera plutôt avec un invité ou une invitée, là en l'occurrence, qui va être experte cette question-là. Et donc là, on aura un brassage où j'inviterai Alice, donc, pour intervenir à la suite des trois articles où on aura essayé un petit peu de dégrossir la thématique. Et une fois qu'on aura dégrossi la thématique avec les trois articles ou trois maltages en live sur YouTube, on aura peut-être un petit peu assez de compétences tous pour challenger Alice, qui viendra du coup dans un mois et demi. En fait, il va y avoir tous les 2 semaines un article, un live et ensuite le brassage. Donc là, on va se poser la grande question, hein, est-ce que les réseaux sociaux, c'est plutôt un poison ou un médicament? Alors, déjà, je pense qu'il faut quand même commencer par reconnaître une évidence. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux nous apportent quelque chose et c'est hyper utile. Bah, sinon, enfin, on ne serait pas tous hyper connectés tout le temps. Donc, forcément, ça nous apporte quelque chose. On part de ça. Après, la grande question, c'est quelle est la balance bénéfice-risque de tel ou tel outil? Et c'est toujours ça la question. Parce que tous les outils qu'on adopte, forcément, en fait, ils vont nous apporter quelque chose. La question c'est, est-ce qu'il ne nous retire pas plus qu'il ne nous apporte? Ou plutôt la question, qu'est-ce qu'il nous apporte et qu'est-ce qu'il nous retire? Et nous, est-ce que sociétalement, on considère que c'est plutôt bien ou plutôt globalement mauvais? Alors, actuellement, moi je pense que la balance bénéfice-risque des réseaux sociaux, elle n'est pas forcément en la faveur des réseaux sociaux. Elle n'est pas en notre faveur collective non plus. Et donc du coup, c'est ça que je vais essayer de montrer et de montrer pourquoi. Je pense que cette balance bénéfice-risque, elle n'est pas forcément favorable en ce moment. Alors, d'abord, forcément, il y a un peu ce côté, on a tous une sorte d'addiction quand même hein, aux réseaux sociaux. Et alors, c'est un mot un peu fort, mais il y a quand même un petit peu ça. Alors là, je vais vraiment parler et me focaliser sur Twitter. Mais en fait, parce que c'est le dernier exemple en date pour ma part de mon addiction aux réseaux sociaux, peut-être, sûrement. Mais les logiques que je vais décrire, c'est exactement les mêmes dans tous les réseaux sociaux qui sont justement en couverture de l'article ou de cette vidéo. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par design, tous les réseaux sociaux, ils sont conçus pour, en gros, nous pousser à nous comparer avec les autres en permanence. Hein. Ça, c'est vraiment la base des réseaux sociaux, c'est voilà, combien tu as d'abonnés, combien... Et ça, c'est accessible au premier coup d'œil. Hein. Vous avez par exemple des statistiques qui seraient peut-être beaucoup plus intéressantes de montrer, hein, qui seraient, je sais pas, à quel point il y a des gens qui, je sais pas, vous ont laissé des super commentaires. Je sais pas si ça pourrait être, d'ailleurs, je sais pas, c'est justement ça le chantier. Hein. C'est qu'est-ce que ça pourrait être des autres critères et des autres informations qu'on pourrait mettre en avant qui pourraient, en gros, nous encourager à ne pas nous comparer. D'ailleurs, ben, on peut voir Instagram a tenté de faire des choses en disant, à un moment, je sais, et apparemment c'est revenu, mais ils ont caché le nombre de gens qui likaient vos posts. Il y avait machin et d'autres ont liké. Pour justement éviter ce truc de la course à l'échalote, du chiffre, etc. en permanence. Mais tout ça pour dire que dans la structure même de tous les réseaux sociaux, il y a ces encouragements à la comparaison. Bon, après, il y a aussi des choses qui sont bien, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi je sais que sur Twitter, la concision et l'art de la punchline, c'est devenu quelque chose, mais d'extraordinaire. Moi, par exemple, je trouve que ce truc-là, là, qu'il y a eu avec Emmanuel Macron Facts, il était très, très, très bon. Donc il y a eu ce truc-là où, en gros, on a dit, voilà, image exclusive de Macron revenant triomphant de Suez, où il a débloqué à lui tout seul en poussant à main nue l'Evergreen qui bloquait le canal depuis une semaine. Ah, ça, c'était effectivement très drôle. Quand Emmanuel Macron se regarde dans un miroir, son reflet baisse les yeux.
Ou alors Emmanuel Macron n'est pas égal à lui-même, il est meilleur. Ou quand Emmanuel Macron va voir le médecin, c'est parce que le médecin est malade. Ou, enfin voilà, il en a fait plein. Quand Google ne trouve pas quelque chose, il le demande à Emmanuel Macron, etc. etc. Et bien sûr, ça c'est juste génial, cette injonction à la concision, ça a donné lieu à la science de la punchline que certains ont développé jusqu'à un paroxysme assez incroyable. Mais en fait, cette injonction à être concis, par exemple, elle a eu une autre conséquence. Elle a eu une conséquence que, en gros, si vous vouliez en gros, avoir des likes ou pas avoir des likes, mais avoir de l'attention, hein, en fait, sortir un petit peu d'un fil Twitter un petit peu qui s'endort, eh bien, vous aviez tout intérêt, si vous voulez, à clasher. Vous aviez tout intérêt à envoyer de la punchline et être incisif plutôt que constructif. Et ça, ben, forcément, c'est une évidence quand vous débarquez sur Twitter. Quand vous débarquez sur Twitter, vous vous apercevez très très vite que vous n'êtes pas du tout dans un parc à câlins. En fait, dès que vous avez débarqué sur Twitter, vous avez peur de prendre une balle parce qu'en fait, ça fuse dans tous les sens. Les gens se mitraillent, les gens mitraillent des adversaires entre en disant ah, t'as vu machin bidule bichotte. Enfin, il y a des sortes de bulles comme ça qui se font et c'est quand même assez violent parce que par construction, Twitter est fait pour être concis, incisif. Alors pas incisif, concis, mais en fait, ben, forcément, le côté concis plus l'économie de l'attention, bah, ça a donné le côté très incisif, très punchy, très provoquant, etc. etc. Euh, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tirent entre eux, en disant ah, nanana, nanana. Enfin, toi, t'es ça, tu dis n'importe quoi, etc., etc. Mais au final, ce qui se passe, et c'est ce qu'explique très très bien une vidéo, d'ailleurs, je vais vous montrer, de CJP Grey. Bah, hop, c'est celle-là, cette vidéo-là, This video will make you angry. C'est une super vidéo où en fait il explique ce phénomène, où en fait il compare ben, les contenus, notamment les contenus qui rendent en colère, parce que ça a été étudié, c'est vraiment les contenus qui déclenchent la colère chez les utilisateurs qui vont être les plus viraux. Et ces contenus-là, en fait, non seulement c'est les plus viraux, c'est ceux qui rendent le plus en colère qui sont les plus viraux, mais en fait ce qui se passe, c'est que Twitter ou n'importe quel réseau social, c'est un énorme incubateur. C'est un énorme incubateur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque personne va un petit peu modifier les contenus. Et en fait, c'est la version modifiée qui rendra le plus en colère, qui émergera et qui, en fait, polluera tout Internet. Donc, par exemple, on prend les photos de chats. C'est les photos de chats qui sont les plus mignonnes. Il y a des photos de chats partout sur Internet. Et c'est vraiment que les plus mignonnes, des plus mignonnes, des plus mignonnes qui arrivent à percer finalement. Et c'est pareil pour les contenus qui rendent en colère. Sauf que la mignonitude, ça perce, mais la colère, ça perce encore plus. Et c'est bien ça le problème. Si on n'avait qu'un problème avec les trucs qui sont mignons, je pense qu'on n'aurait pas un problème et je serais sûrement pas en train de parler de ça en ce moment. Et en fait, donc voilà. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est que on crée toujours des totems de la pire version idéologique de notre adversaire, par exemple. Et ensuite, c'est sur cette version que tous ensemble, on tape à bras raccourcis. Alors sur ça, je trouve que l'exemple qui est plutôt pas mal, c'est l'exemple de ELV. Donc là moi, j'ai fait ce dessin où c'est vraiment ça, c'est qu'en gros, donc les Verts, là, ils se sont rassemblés et ils se sont mis tous ensemble contre la pire version des bleus qui circulent sur les réseaux. Donc il suffit qu'un bleu ait dit une connerie complètement énorme et atroce, et bien les verts vont se focaliser en disant ah, vous avez vu, les bleus ils disent ça, ils mangent des enfants, etc. etc. Et ben, les bleus de leur côté font la même chose avec les verts, et 95%, j'ai l'impression du temps, c'est ça qui se passe. D'ailleurs, on l'a vu avec, je sais pas si vous avez été au courant, mais EELV, vous avez plein de choses qu'il peut y avoir qu'un membre de EELV, donc Europe Écologie Les Verts, a dit alors c'était sur quoi? C'était sur la dératisation. Hein. Donc voilà, et il voulait arrêter d'appeler les rats des nuisibles parce que c'est des animaux et qu'ils sont sentients, etc. etc. Un peu la philosophie antispéciste appliquée à la politique de dératisation de Strasbourg, je crois que c'était. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, pour les gens qui ne sont pas antispécistes, c'est complètement débile ce que la dame raconte en l'occurrence. Euh,
Et puis, c'est même pas représentatif de toutes les idées de EELV. Moi, je suis pas EELV, je les critique beaucoup, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce phénomène-là qui se met en place. Donc, du coup, on va prendre le truc le plus extrême qu'a dit un membre de EELV à un moment et un petit peu coupé du contexte, et on va le monter en épingle, et c'est contre cette épingle-là que tout le monde va se battre. Et bah, ça, forcément, moins constructif, je pense qu'on a du mal à trouver. Donc 95% du temps, en fait, les gens ne s'envoient même pas des balles de camp à camp, et juste ils se montent le bourrichon contre la plus mauvaise version du camp d'en face. Alors ensuite, bien sûr, il y a des fois où bah, les gens s'invectivent, hein, c'est là où vous voyez les shitstorms et tout ça, et là, les balles fusent. Et donc là, ben là, on traite son adversaire de la même chose qu'il nous traite, hein, en gros. Donc tout le monde est mangeur d'enfants, a priori. Et ensuite, vous avez 1% du temps où il y a une sorte de miracle hein, qui se produit, où d'un seul coup, les gens s'aperçoivent que oui, ils ont deux poumons, oui, ils ont besoin de respirer l'oxygène, et oui, tout le monde a envie que cette pandémie, par exemple, de Covid, se finisse. Après, forcément, les envies que ça se finisse ont des déclinaisons soit pro, soit anti-vaccin, en l'occurrence. Mais derrière, il y a la même envie qu'on en finisse et qu'on laisse le Covid derrière nous. Et ça, des fois, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Et en fait, cette violence donc, qui se dégage de tous les réseaux, elle fonctionne parce que, en fait, l'algorithme elle nous fascine. Enfin, cette violence, cette colère, elle est fascinante. Les shitstorms, c'est fascinant. Et en fait, la fascination, c'est génial pour les algorithmes de recommandation parce que la fascination, c'est bah, de l'argent. Hein, parce que c'est du temps passé derrière son écran et ça fonctionne. Et en fait, c'est vrai que on peut toujours dire oui, mais moi j'ai découvert des choses magnifiques sur Twitter. Et c'est vrai, moi j'ai eu des conversations hyper bien, j'ai rencontré des gens hyper bien sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de fois où j'ai été happé par et plein de fois, et en termes de temps, la plupart du temps que je passe, il faut que je me batte vraiment pour pas regarder une énième shitstorm sur Twitter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant le confinement, alors que je voulais lire tous les Dostoïevski et tous les Tolstoï et tous les trucs hyper intelligents de la Terre et que j'ai eu vraiment le temps de le faire, ben, je me suis retrouvé à effectivement passer la majeure partie de mon temps dans des shitstorms infernales. Et ça, c'est vraiment, ça a été étudié. Et je trouve que cette étude, elle est vraiment intéressante. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque personne avait une application, 200 000 personnes, une application sur le téléphone portable qui check en fait. Alors c'était avant que le téléphone le fasse tout seul. Là c'était vraiment l'appli qui devait le faire, mais l'appli a regardé toutes les applications que vous utilisiez et le temps que vous passiez. Et en fait ce qui se passait c'est qu'à la fin de la semaine, vous receviez un formulaire où dans le formulaire en fait vous aviez est-ce que vous avez aimé passer du temps sur telle ou telle appli. Est-ce que vous êtes satisfait de l'utilisation de votre appli? Et en fait, ce qu'on observe et qui est hyper drôle, c'est que en fait, les applis sur lesquelles on passe le moins de temps, quelque part, c'est les applis dont on est le plus satisfait. Et les applis sur lesquelles on passe le plus de temps, c'est les applis dont on est le moins satisfait. Et en fait, ça s'explique très bien, c'est que en fait, les applis sur lesquelles on passe le plus de temps, c'est des applis justement qui vont utiliser toutes les stratégies un petit peu maléfiques pour capter notre attention. Et donc du coup, c'est comme si on passait notre temps sur ces applis à l'insu de notre plein gré, parce que ces applis sont notamment basées sur l'économie de l'attention et ont tout intérêt, quel que soit notre contentement a posteriori d'avoir utilisé l'application, à nous faire rester sur l'application. Et donc là, ben, voilà, par exemple, on voit très bien que l'appli Calm, Google Calendar, Headspace et Insight Timer, donc des applis de méditation, les trois premières, pas Google Calendar, ben, ces applis sur lesquelles on passe assez peu de temps au final, mais qu'on est très très content d'avoir utilisé. Hein. Vous savez, c'est comme Arte, tout le monde adore Arte, mais personne ne regarde. Et celle-là, c'est pareil, on sait que Arte, ça nous rend plus intelligents, et pourtant, on regarde les Marseillais. Pareil, pour Most Unhappy, c'est quoi? C'est Grindr, c'est Tinder. Donc Grindr et Tinder, c'est des applications de rencontres. WeChat, Facebook, je crois qu'il y a Candy Crush, voilà. Et ben, c'est les applis sur lesquelles on passe tout ce temps qui nous rendent quelque part le moins satisfaits quand on se pose la question à la fin de la semaine.
Et en fait, ces applis, elles sont toujours basées un petit peu sur une sorte de goût de reviens-y, hein, vous savez. C'est vraiment à chaque fois qu'on ferme un onglet Twitter, on se dit, ah, j'y reviendrai plus. Mais il y a un truc où j'ai envie d'y revenir quand même. J'ai envie d'avoir la réaction à ce que j'ai fait, la réaction à un tweet, ou voir comment la shitstorm a évolué, etc. etc. Et en fait, je pense, c'est aussi ça, il y a un truc de c'est cette frustration des réseaux sociaux, c'est cette frustration de ne pas avoir fini, par exemple, le fil d'actu, c'est cette frustration de ne pas connaître la suite qui nous fait revenir sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est la même chose pour moi que pourquoi on est passé d'une société du film, hein, il y a 20 ans, on parlait beaucoup, 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 beaucoup de films, alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Et comment ça se fait que les séries, ça existait avant, hein, les années 90, c'était Friends et tout ça, mais c'était vraiment un épiphénomène. C'était un ordre de grandeur, ça n'avait rien à voir avec l'industrie des films. Et alors, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on est passé de la société, d'une société de la série à une société du film? Et bien, je pense que c'est la même chose. C'est que de la même manière que Twitter et les réseaux sociaux sont arrivés à capter notre attention en générant de la frustration et un goût de reviens-y, c'est pareil pour Netflix. Netflix a réussi avec les séries à capter beaucoup plus d'attention que les films. Parce que vous sortez d'un film, vous êtes relax, c'est bon, j'ai fini mon film, bah, je retournerai au cinéma plus tard. Alors qu'avec la série, bah, vous avez fini un épisode, vous n'avez qu'une envie, c'est regarder la suite. Alors à l'époque, il y avait une sorte de gestion par, il y a un épisode toutes les semaines, mais là, maintenant que les séries sortent d'un seul coup en une journée, ben, si vous voulez vous binge-watcher la saison ou 2 saisons d'une série, vous pouvez le faire en 2 jours. Et 2 jours après, vous êtes prêt pour regarder et entamer une autre série. Et ça, c'est enfin, c'est hyper malin. Parce que on n'est jamais tranquille avec les séries, on a toujours envie d'aller à la suite, on n'est jamais dans ce repos et ce contentement de ah c'est bon, j'en ai eu assez. Et en fait, c'est pareil, moi je me rends compte avec les likes, les retweets, les abonnés ou ce genre de trucs, c'est qu'en fait, bah, il n'y en aura jamais assez. Une fois que tu as 10 likes, t'en veux 20. Une fois que tu as 20 likes, t'en veux 40. Et le truc n'a aucune fin. Et une fois que tu as 1 million d'abonnés, je suppose que tu en veux 10 millions. Tu es trop content d'avoir 1 million. Ça dure 2 semaines et après, t'en veux 2 millions, etc. etc. Et, et c'est vraiment, j'ai l'impression que se baser, par exemple, sur la reconnaissance des réseaux sociaux pour arriver à avoir une bonne image de soi, c'est une très très mauvaise stratégie. Parce que vraiment, à la reconnaissance, moi j'ai un peu l'impression que se nourrir de la reconnaissance des réseaux sociaux, c'est exactement comme se droguer, essayer d'être heureux avec une drogue dure, alors qu'on peut très bien se nourrir avec la reconnaissance d'un ami. Quand vous avez un ami qui vous dit ah ouais, franchement cet article il était bien, ou quelque chose que vous fassiez, ben ça c'était bien, mais quelque part la reconnaissance de l'ami, on sent que c'est une reconnaissance beaucoup plus solide et qui nous satisfait beaucoup plus longuement en fait que les likes ou que les réseaux sociaux. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose à en garder en tête, que les retweets en fait c'est une drogue plus dure que les compliments amicaux. Et c'est ça, c'est cette frustration constante, cette comparaison qui fait qu'effectivement on a envie de revenir, et c'est parce qu'on a envie de revenir qu'on donne notre attention et que cette attention crée du gain économique en plus pour les plateformes. Mais on peut se dire, souvent il y a des gens qui se disent oui, mais moi je m'en sors bien, les gens ils peuvent choisir de pas le faire, etc., etc. Et cetera. Et puis si les gens individuellement sont addicts aux réseaux sociaux, enfin pourquoi pas, hein. Mais ça, je pense que c'est pas voir que, en fait, cette addiction, cette multiplication d'addictions individuelles, en fait, collectivement, on va en payer le prix fort. Et c'est pas une question de libre arbitre. Parce que comment ça se fait que le libre arbitre de tout le monde a décidé depuis quelques années de passer autant de temps derrière des écrans? C'est que en fait, bah, notre libre arbitre dans ce truc-là, alors individuellement, ça peut marcher pour des gens qui sont hyper bons justement pour cadrer leur envie d'être ou pas sur les réseaux. Mais on peut pas nier que de manière globale, le truc, il y a des choses qui sont systémiques et structurelles qui font qu'on passe de plus en plus de temps derrière les réseaux sociaux. Là, vous avez, alors là, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est derrière les écrans, mais là, vous avez le temps passé par journée à consommer du média digital aux États-Unis, toute tranche d'âge pour les gens de plus de 18 ans, pardon. Donc potentiellement à moins de 18 ans, c'est encore
pire, ou en tout cas, c'est en voie d'être peut-être encore plus sévère. Mais en gros, voilà, et ça inclut jouer à la console, être sur les réseaux sociaux, etc., etc. Consulter des pages web, tout ce qui est digital en fait. Euh, donc ça compte pas, par exemple, le mail, enfin faire les trucs entre guillemets du travail, ça compte pas là-dedans. Et en gros, on passe maintenant en 2018 plus de 6 heures. On est passé de moins de 3 heures, ce qui était déjà énorme en 2008, à plus de 6 heures. Donc voilà, c'est quand même conséquent. Et si c'est ça, c'est pas le libre arbitre de chacun qui a décidé de faire ça, de s'inscrire, de passer 6 heures derrière les écrans, derrière les médias digitaux, pardon, et, ou alors être de plus en plus à être inscrit dans toutes les plateformes. Là, vous avez toutes les plateformes. Alors ça, c'est sur la page interne, c'est sur la section internet de magnifique site Our World into Data, que je recommande vivement parce qu'il est vraiment top là. Vous voyez, paf, c'est vraiment un truc topissime. Si vous avez l'occasion d'aller voir, ils ont des graphiques vraiment chouettes sur un peu tout, sur le Covid notamment, mais sur Internet aussi. Et là, on voit, on est passé de rien en 2005 à maintenant quasiment 3 milliards d'abonnés sur Facebook. Voilà, c'est gigantesque. Donc ça, c'est bien qu'il y a un truc, c'est une pandémie globale. C'est pas juste mon libre arbitre qui est un petit peu addict au réseau. Et ça pose des problèmes. Là, on voit une étude qui a été faite et qui est hyper intéressante sur en fait la diffusion des fake news par rapport à des news vérifiées sur Internet. Donc les news vérifiées, c'est en vert et les news fake, c'est en rouge. Et en fait, on voit, alors là, en gros, à la verticale, c'est une échelle logarithmique. Donc là, par exemple, il y a 10 minutes qui est passé depuis la diffusion, 100 minutes, 1000 minutes, 10 000 minutes, 100 000 minutes. Et là, vous avez la profondeur, hein, dans le premier graphique de gauche, la profondeur, c'est-à-dire que moi, j'ai fait passer la news à mes abonnés, c'est profondeur 1, qu'un abonné l'a fait passer à un de ses abonnés, c'est une profondeur 2, etc., etc. Et on voit qu'en fait, vous voyez, là, à un moment, en fait, les vertes arrêtent de pénétrer. Hein. Ça prend beaucoup de temps pour prendre alors là, c'est à la profondeur 10, alors que ben, la fake news, elle va beaucoup plus vite en profondeur et elle traverse les réseaux beaucoup plus vite que la vraie news. Et là, c'est pareil avec juste les utilisateurs uniques. On voit que très très vite, le nombre de minutes augmente très très fort pour très très peu d'utilisateurs en plus pour la news verte, hein, la vraie news. Et la fake news, elle justement, elle continue à avoir une diffusion quasi exponentielle. Donc il y a vraiment ce truc-là où bah, ce temps derrière les écrans multiplié par ce qui a tendance à percer dans les écrans, ben, sociétalement, c'est un vrai problème. Donc quand on voit à quel point en fait la colère ou les fake news se propagent dans les réseaux sociaux, hein, notamment Twitter, en fait, on peut dire que Twitter, c'est comme un super incubateur, en fait, où du contenu hautement viral, hein, et pouvant susciter de la colère est développé et testé en permanence. C'est comme si chaque tweet, en fait, c'était une expérience de viralité. Donc en fait, c'est logique qu'émerge de ces 1,5 milliard d'expérimentations une version plus virale et plus dangereuse de n'importe quelle information finalement. Et en fait, c'est cette amélioration, cette variation améliorée qui va avoir le plus d'impact sur le monde. Et moi, quand je me dis ça, je me dis, bah, c'est exactement comme si, quelque part, Twitter était à la viralité numérique, ce que la Grande-Bretagne a été à la viralité du coronavirus, en fait. Parce que c'est vraiment les contenus qui déclenchent notre colère qui deviennent les plus viraux. Donc en fait, il est logique que les algorithmes de recommandation de Twitter qui cherchent à quelque part mettre en avant et générer notre engagement, ben, c'est une logique qu'ils promeuvent ce type de contenu et que du coup, tous les créateurs de contenu vont être poussés à aller dans ce sens de l'algorithme. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est le cercle vicieux de la viralité. Et c'est le cercle vicieux que le YouTuber Veritasium explique très très bien. Donc en fait, lui, il dit, bah, regardez, c'est simple, il y a un créateur, il veut toucher une audience. Bah, quel qu'il soit, bah, moi, en l'occurrence, je veux toucher une audience. Tous les créateurs veulent toucher une audience. Et pour ce faire, en fait, ce qui se passe, c'est que après avoir passé des dizaines d'heures sur un projet, il ou elle cherche à optimiser ses chances de toucher un public le plus large possible.
Et en fait, pour ça, on a besoin de s'adapter quelque part aux algorithmes des plateformes et aux plateformes, à ce que la plateforme veut promouvoir, parce que en fait, plus ça va et plus il faut se rendre compte que même un YouTuber qui a plein de millions d'abonnés, le lien avec ces millions d'abonnés, c'est pas lui qui l'a directement. C'est pas le même principe qu'une newsletter. C'est pas je fais une vidéo, j'ai 1 million d'abonnés, il y a mes 1 million d'abonnés qui voient la vidéo. Non. Le lien entre il y a le créateur de contenu, YouTube et les abonnés. Donc en fait, si je veux vraiment même que YouTube fasse la promotion de ma vidéo auprès des abonnés que j'ai déjà, il va falloir que je crée quand même du contenu qui est Google par YouTube va favoriser. Non, en fait, pour arriver à toucher mon audience, je dois créer un contenu qui correspond à ce que l'algorithme cherche à promouvoir. Vous avez souvent ces trucs où des youtubeurs se disent purée, mais j'ai pas eu toutes les impressions que j'aurais dû avoir, etc. etc. J'ai pas atteint mes abonnés parce que ben, quelque part, YouTube a estimé que cette vidéo, elle n'allait pas dans le sens de ce que l'algorithme voulait promouvoir. Et en fait, forcément, du coup, pour cela, il faut correspondre à l'algorithme. Et l'algorithme, sa seule mission, c'est de générer plus de watch time chez une audience qui n'arrête pas d'évoluer. Et en fait, ça, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette chasse permanente entre le créateur qui va essayer de chasser l'algorithme et l'algorithme qui va chasser l'audience. Vous avez ce truc-là. Et ce qui se passe, c'est que bah, l'audience, elle change tout le temps, donc l'algorithme change tout le temps. Mais ce qui va se passer, c'est que les créateurs de contenu, ils vont vraiment chasser l'algorithme pour arriver à toucher leur audience. Donc il y a vraiment ce truc à trois bandes, en fait, où chacun chasse l'autre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de créateurs de contenu qu'il y a vraiment une partie de ces créateurs de contenu qui arrivent, alors par omniscience ou parce qu'ils sont juste très bons ou par hasard, à vraiment faire exactement ce que l'algorithme promeut. Et les gens qui arrivent à faire ça, forcément, leurs vidéos remontent, vu que l'algorithme les promeut. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ces gens-là, ils vont être très proches de l'algorithme. Parce qu'il y a tellement de créateurs de contenu qu'il y a des gens qui arrivent à être quasiment l'algorithme. Qui arrivent à être tellement proches de l'algorithme qu'ils sont l'algorithme. Et c'est ce qui fait dire à Veritasium que forcément, plus il y a de créateurs qui s'acharnent et qui parviennent en fait à créer du contenu qui correspond exactement à l'algorithme, ça veut dire qu'en fait, l'algorithme est le contenu. C'est-à-dire que c'est tellement fort, il y a tellement de créateurs que YouTube, par l'algorithme, définit littéralement ce qu'est le contenu. C'est même pas une inspiration, c'est même pas une tendance, c'est que finalement, ce qui se passe avec la quantité de créateurs qu'il y a, c'est que littéralement, l'algorithme est le contenu. Et donc, ça revient à dire que c'est en partie la faute de l'algorithme si il y a des gens qui se retrouvent à faire des trucs qui sont un peu nimp parce que juste c'est ça que les créateurs sont incentivés, sont incités à faire. Et en fait, moi, ça me fait penser à une énième shitstorm. Du coup, c'est la shitstorm dont je parlais tout à l'heure que j'ai regardé pendant le premier confinement, qui est la shitstorm du youtubeur AstronoGeek. Donc AstronoGeek, c'est quelqu'un qui fait des vidéos d'astronomie qui a fait un thread hyper provocateur il y a un an, il y a quasiment un an, c'était en juillet 2020, et où il disait, par exemple, dans un tweet le plus provoque de tous, il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil, le matin alors qu'elle dort encore, paraît que c'est du viol, et je m'en bats les couilles, d'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux, disait-il le 12 juillet 2020. Bon, ça a été toute une shitstorm parce qu'il voulait faire une expérience sociale, mais bon, il fait une expérience sociale, mais c'est pas un chercheur en sciences sociales, donc c'est un petit peu bizarre. Puis bon, c'était méthodologiquement assez faible son truc. En tout cas, ça a été l'excuse qu'il a dit après, expliqué pour dire que tout était plus complexe, etc. etc. Sur le débat, on se positionne pas. Enfin, moi, je me positionne pas. Sauf qu'il il a vraiment mis les pieds dans un truc où je pense qu'il n'avait pas du tout le savoir et la finesse pour aller dire que c'est plus complexe que ça, un sujet comme ça, en faisant ce qu'il faisait. Mais bon, bref, ce qui est sûr, c'est que il a, à ce moment-là, vous voyez, dans la courbe, c'est quand même assez énorme, il a explosé le nombre de followers qu'il avait. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en gros, le mec a fait des threads et des tweets complètement hyper provoques où il dit des énormités et des choses, voilà, enfin, où il cherche à provoquer, en fait, il cherche à cliver. Et ça,
Et la shitstorm qui s'ensuit lui fait gagner beaucoup plus de followers qu'il en avait gagné auparavant. Et en fait, c'est terrible parce que c'est vraiment le mécanisme thread provocateur, recommandation de l'algorithme, augmentation de l'audience. Et bah, c'est exactement ça, la logique. C'est-à-dire que si l'algorithme promeut ce genre de choses, ben forcément, ce genre de choses va avoir tendance à arriver de plus en plus. Et ça fait vraiment penser, vous savez, à la phrase de Léon Zitron, qui est exactement la philosophie finalement sur Twitter, c'est qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Donc, donc voilà, c'est forcément, c'est logique que l'algorithme, en fait, amène à ça. Amène à ce que le contenu ben, corresponde à ce que l'algorithme promeut, point. Et il n'y a pas d'excuse à avoir. C'est clairement le contenu et l'algorithme. L'algorithme et le contenu. Et ça, quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte, et même s'il en coûte l'intérêt général, on va aller vers ça. Et en fait, derrière ça, les raisons qui expliquent les conséquences de ces réseaux sociaux, elles sont hyper simples. Les deux raisons, c'est que ben, y a l'économie de l'attention d'un côté, l'économie de l'attention qui cherche à maximiser l'attention, et de l'autre côté, il y a tout simplement le fait que notre attention est en partie captée par des choses qui sont choquantes, clivantes, révoltantes, etc., etc. Et en fait, les deux vont juste être dans un nouveau cercle vicieux qui est, ben, on partage davantage les contenus qui génèrent de la colère. Voilà, ça c'est étudié maintenant, c'est dans la société en 2021, c'est ça, c'est comme ça qu'on est éduqué, formaté, c'est comme ça peut-être que plus profondément on est, on n'en sait rien, on s'en fiche, en tout cas c'est comme ça qu'on est en ce moment. Ce qui va se passer, c'est que ben, forcément, les algorithmes de recommandation, ils vont avoir intérêt à promouvoir les contenus, car cette viralité, c'est le carburant du modèle économique de tous les réseaux sociaux. Bah, cette omniprésence du clash et la polarisation, elle participe en fait, à renforcer l'instabilité du monde actuel. Et ben, cette instabilité sociétale, elle participe à générer encore plus d'événements qui vont avoir potentiellement le pouvoir de susciter de la colère, et donc, etc. etc. Et on n'arrête pas la boucle. On n'arrête pas la boucle. Donc, il y a un cercle vicieux entre l'économie de l'attention qui veut susciter notre attention, et nous qui, dans un état donné, avons envie de regarder et sommes fascinés, en fait, par ces contenus-là. Et cette fascination-là et les conséquences de cette fascination-là sur les réseaux sociaux génère encore plus de climat de tension, qui va générer encore plus d'événements qui vont justement pouvoir être le moteur de la colère de demain. Mais en fait, le constat de tout ça, c'est quand même que je pense, il y a un truc assez étrange et assez intéressant, c'est que je me dis, il doit être possible de générer beaucoup plus d'attention, donc de rester dans l'économie de l'attention avec des réseaux sociaux qui sont basés sur autre chose. Que ben, générer la colère, etc., etc. On pourrait très bien faire un réseau social où justement, à chaque fois qu'on voit des posts qui ont pour vocation justement à faire des appels à la colère, etc., etc., dire, ben, ce post, il fait appel à ça, et en gros, essayer de faire comparativement, de dire, ben, ce genre de post, on va pas les promouvoir. On va plutôt promouvoir ce genre de post. Voilà. Enfin, ça doit être possible de générer de l'attention, parce notre attention n'est pas que captée par la colère, donc il devrait être possible. Et pourtant, ça ne se passe pas. Donc comment on pourrait faire, en fait, et pourquoi, et c'est quoi les freins au fait qu'on ait maintenant des réseaux sociaux qui restent dans l'économie de l'attention, tout en essayant de capter notre attention par d'autres moyens que juste le clash, la colère et les invectives. Et puis il y a peut-être aussi d'autres manières de faire réseaux sociaux, c'est-à-dire en dehors des modèles économiques, de l'économie d'attention pure et dure. Alors ça, c'est deux choses. Et en fait, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à créer une biodiversité de réseaux sociaux où il y a des réseaux sociaux qui marchent vraiment et où il y a justement cette capacité et cette volonté de sortir de ces clashs et de cette colère, etc. Pourquoi on n'arrive pas? En fait, avec tous les gens comme vous et moi qui peuvent être fatigués par toute cette invective et cette colère, pourquoi on n'arrive pas finalement à sortir de ça? Et ça, c'est le sujet de mon prochain article. C'est pourquoi en fait les réseaux sociaux actuellement, ils sont tellement puissants qu'ils font des sortes d'enclosures numériques du web. Ça va être mon prochain article et la prochaine vidéo. Et dans le troisième article, on verra un petit peu les solutions. Et dans le dernier, qui va être un brassage, on verra un petit peu ce que Alice en pense et ce que Alice fait au quotidien ou ce qu'elle a fait au quotidien pour arriver à faire émerger ce genre de choses. Voilà, ça va être chouette.
Euh, le prochain rendez-vous, ben, ça va être Maltage 2, un autre web. Ce sera le mercredi 16 juin à 19h en direct si vous voulez être là, sur Twitch ou sur YouTube. J'ai pas encore décidé, du coup, je suis un peu traumatisé de mon expérience de hier sur Twitch. Et sinon, il y a toutes les descriptions en lien. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à être sur Tipeee ou alors vous abonner à la newsletter ou vous abonner à un de tous les réseaux sociaux sur lesquels je tente d'être sans me laisser happer. Mais honnêtement, avec tout le discours que j'ai, je pense que la meilleure manière de faire, c'est quand même s'abonner à la newsletter. C'est la manière la plus, je pense, saine de suivre un petit peu tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à faire suivre la newsletter à tous les gens que ça pourrait être intéressé et qui pourraient être intéressés par ce contenu. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre ou en commentaire de l'article si vous préférez lire l'article. Voilà, voilà. Allez, salut, salut. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.